Bonsoir. Cette semaine, l'entretien va porter sur l'aspect humanitaire avec les événements qui se passent dans le pays, notamment à l'est du Niger avec des attaques de Boko Haram. Et pour parler de cette assistance humanitaire, nous recevons aujourd'hui M. Benoît Morino. Il est le chargé des relations extérieures au Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. M. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, présentez-nous votre institution. Donc l'UNHCR est l'organisation des Nations Unies qui est spécialement en charge des questions qui touchent les réfugiés. Donc, notre mandat principal, c'est la protection des personnes réfugiées à travers le monde. C'est de trouver des solutions pour les problèmes de réfugiés. Nous sommes aussi attachés à tout ce qui concerne les droits des réfugiés, notamment le droit d'asile dans les pays d'accueil, mais aussi le droit de retour dans les pays d'origine des réfugiés. Oui, donc comment vous veillez à la protection de ces droits? Bon, pour la protection des droits, comme je vous ai parlé du droit d'asile par exemple, nous nous assurons que les personnes fuyant leur pays, par exemple pour un conflit, puissent avoir accès au droit d'asile, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans un territoire donné. Donc pour ça, nous allons travailler avec les autorités pour être sûrs que ces personnes puissent rentrer dans le territoire donné. Et si ces personnes ont envie de rentrer chez elles, nous allons aussi travailler avec le pays d'asile et le pays de retour pour que ces personnes puissent rentrer chez elles dans la dignité et en toute sécurité. Pour avoir un droit d'asile, comment ça se passe avec les autorités et votre institution? Alors nous travaillons directement avec la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc c'est la Commission nationale d'éligibilité, la CNE, qui octroie le droit d'asile aux populations déplacées qui viennent sur le sol nigérien. Donc, M. Benoît, quels sont les domaines d'intervention du Haut Commissariat aux réfugiés? Donc, on va dire que c'est tout ce qui concerne la protection et l'assistance des personnes déplacées. Si vous êtes un réfugié, par exemple un réfugié malien qui arrive sur le sol nigérien, nous nous assurons pour que vous ayez accès à la santé, accès à l'eau, accès à l'éducation, que vous soyez documenté pour pouvoir aussi vous déplacer librement dans le pays. Donc c'est, on va dire, un champ d'activité qui est très très vaste. Mais aussi on va avoir de la protection par rapport à des personnes qu'on appelle des personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire peut-être des personnes malvoyantes, des personnes âgées. Donc là aussi il va y avoir un accompagnement particulier pour ces personnes. Oui, donc avec ce qui s'était passé au pays voisin, le Mali, et certainement vous avez assisté ces réfugiés maliens qui sont dans le nord, dans la région de Tillabéri. Et comment vous avez pu gérer les cas de ces réfugiés? Alors, la crise malienne maintenant rentre dans sa 4e année. Donc on a eu une phase d'urgence. On est sorti de la phase d'urgence il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et maintenant on rentre dans une phase qu'on appelle de prolongement de la présence sur le sol nigérien. La phase d'urgence a été passée assez rapidement. Dans la phase d'urgence, ce qui a été fait, c'est que déjà il faut prendre en considération que tous les réfugiés qui sont venus du Mali ne sont pas rentrés par la même porte. Donc c'est pour ça que vous avez des réfugiés qui sont ici à Niamey, des réfugiés urbains, qui sont au nombre de 7 à 8 000. Vous avez des réfugiés qui sont dans les camps de Tillabéri, donc de Mangaïsé, Tabaré et Abala. Et vous avez aussi des réfugiés qui sont dans le Nord Tawa, qui sont là dans ce qu'on appelle des zones d'accueil de réfugiés. Alors, c'est intéressant de s'arrêter sur les zones d'accueil des réfugiés parce que c'est comment trouver des alternatives pour les camps de réfugiés. Parce que les camps de réfugiés doivent être vus comme l'ultime solution, mais pas la solution pour accueillir des personnes réfugiées. Donc les zones d'accueil de réfugiés, ce sont des zones à Intikan et à Tazalit où les réfugiés ont pu venir avec leurs animaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas cassé les moyens de subsistance des réfugiés, mais on leur a permis de continuer à maintenir leur activité, notamment l'élevage. Donc c'est en commun accord avec les autorités nigériennes que des espaces ont été définis, là où ces réfugiés ont pu venir avec leurs animaux. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que, à la différence des camps de réfugiés où l'autonomie des réfugiés est plus lente à acquérir, dans les zones d'accueil de réfugiés, le fait que ces personnes aient leurs animaux, on voit qu'aujourd'hui le processus d'autonomisation est en cours. Et à titre d'exemple, les ratios alimentaires de 2/3 de ces réfugiés ont été réduites de moitié parce que ces réfugiés ont pu se reprendre à main, parce qu'ils ont pu continuer à réaliser l'élevage. Oui, avec vos gens sur place, sur le terrain, les humanitaires, comment est-ce que vous arrivez à coordonner toutes ces actions avec les autres organismes internationaux qui exercent et les autorités locales?
Alors on peut dire qu'il y a différents niveaux de coordination. Il y a un niveau de coordination qui sera ici à Niamey. On se réunit chaque semaine avec tous nos partenaires et toutes les personnes qui interviennent auprès des réfugiés. Donc nous prenons un peu le temps d'expliquer où nous en sommes au niveau des activités, quelles sont les grandes orientations de l'UNHCR et les grandes orientations qu'on pense que les acteurs humanitaires doivent aller en ce sens. Et après au niveau de Niamey, au niveau du terrain, il y a aussi une coordination qui se fait avec les autorités locales et tous les autres acteurs humanitaires. Donc c'est une coordination qui se fait à deux niveaux. Et la coordination sur le terrain est essentielle aussi pour pas que depuis Niamey on soit aussi trop détaché de la réalité de nos collègues. Restons dans cette partie du pays, le nord à Tillabéri, et là où vous avez travaillé. Et dans l'exercice de votre mission, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans cette partie du Niger? Alors, ce qui est compliqué, c'est notre situation, on va dire, financière pour notamment les réfugiés maliens dans les camps de Tillabéri. Nous rentrons dans la 4e année. Au début, il y avait une attention particulière des bailleurs de fonds sur la problématique des réfugiés maliens, mais petit à petit, cette attention a réduite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une population de réfugiés maliens qui est quasiment la même que depuis le début de la crise, mais avec un niveau de budget qui a été réduit de plus de moitié. Donc ça coïncide à un moment où les camps de réfugiés, notamment ceux de Mangaïsé, Tabaré et d'Abala, demandent de gros investissements en termes d'infrastructures. Donc nous nous retrouvons dans une situation un peu délicate, moins de fonds, des camps à maintenir en état, et en même temps nous recherchons l'autonomisation des réfugiés, ce qui demande aussi des fonds pour notre autonomisation. Donc c'est un peu dans cette période de charnière dans laquelle nous sommes et pour laquelle nous essayons de trouver des solutions. Depuis un certain temps, une opération de retour volontaire de ces réfugiés maliens a été donc engagée. Et à l'heure où nous sommes, quelle est la situation actuelle de ces réfugiés qui ont décidé volontairement de regagner le pays? Alors, pas plus tard que demain, c'est près de 300 réfugiés qui ont de nouveau fait le choix de rentrer chez eux. Donc nous allons les accompagner financièrement pour qu'ils puissent repartir chez eux. Mais la tendance au retour est relativement calme parce que les discussions avec les réfugiés vous montrent qu'ils ont encore beaucoup de craintes par rapport à la situation que vit le Nord Mali et un retour massif n'est pas envisageable. Donc nous n'encourageons pas le retour vers le Mali. Si des réfugiés nous approchent et nous demandent un soutien pour les accompagner, on va accompagner mais au cas par cas. Mais nous n'encourageons pas le retour massif vers le Mali et les autorités nigériennes, tout comme nous, n'encouragent pas le retour massif vers le Mali. Mais si des personnes veulent rentrer au cas par cas, là on va les accompagner. Oui, monsieur Benoît, vous pouvez un peu nous dire les problèmes que vous rencontrez au niveau des camps dans le nord à Tillabéri? Peut-être que les principaux problèmes, c'est cette question de comment aller vers l'autonomisation. Je vous prends un exemple, celui qui est peut-être le plus flagrant, c'est celui qui est de l'assistance alimentaire. Si vous prenez dans d'autres pays tels que le Soudan voisin ou même le Tchad, dans de nombreuses situations, le programme alimentaire mondial, parce qu'il a un problème de fond et c'est lui qui nourrit les réfugiés, a dû réduire de moitié ou réduire totalement l'assistance alimentaire. Donc nous sommes dans une période un petit peu charnière. Le programme alimentaire mondial ici arrive encore à accompagner les réfugiés, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc on est un petit peu dans l'incertitude et en même temps on voit qu'au niveau des camps de réfugiés maliens, l'autonomisation avance doucement. En même temps, il y a beaucoup de réfugiés déjà qui ont des activités, à Yourou ou à Balaville. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est plus réfléchir en termes on va dire de vulnérabilité des réfugiés, mais comprendre les potentialités aussi des réfugiés et les opportunités qu'ils offrent aux zones d'accueil et les opportunités que les zones d'accueil offrent aussi aux réfugiés. Il y a quelque chose qui est très fort et qui est, je pense, quelque chose d'important au Niger, c'est la coexistence pacifique. La coexistence pacifique entre les camps de réfugiés et les populations voisines est très bonne. Depuis le début, il n'y a eu jamais aucun problème. Donc c'est ça aussi sur lequel il faut qu'on s'appuie pour voir les opportunités et comment on peut trouver des alternatives aussi pour ces réfugiés et éventuellement pour que ces réfugiés vivent aussi en dehors des camps. Vous pouvez nous dire les zones d'intervention de l'UNHCR ici au Niger? Donc pour les réfugiés maliens, on aura Tawa, région Tillabéri et Niamey. Et ensuite, nous aurons Difa, bien sûr. Et là, nous venons d'ouvrir un sous-bureau à Zender pour cette question, notamment des déplacés internes que vous avez pu suivre au niveau de l'actualité suite aux événements de Difa. Oui, donc le temps de revenir sur ce qui se passe à Difa, qu'est-ce qui a été fait dans
ces zones, effectivement, là où vous avez cité comme réalisation? Oui, pour les réfugiés maliens. Oui. Pour les réfugiés maliens, si on prend l'exemple d'un camp, à la base, un camp est un espace vide où il n'y a strictement rien. Donc c'est comment nous amenons tous les services sur le camp. Nous allons amener l'eau, nous allons amener la santé, nous allons amener l'éducation. Nous amenons aussi des espaces de jeu aussi pour les enfants parce que c'est quelque chose aussi qui est essentiel. Donc un camp devient, on va dire, une petite ville ou un petit village avec ses propres services. Mais ce que nous essayons de faire surtout au maximum, c'est de ne pas créer de système parallèle, c'est-à-dire un système qui soit spécialement pour les réfugiés, alors qu'à côté, la situation des populations nigériennes n'est souvent pas mieux. Donc nous essayons au maximum d'investir dans les deux sens. Je vous prends un exemple pour Intikan, par exemple, la zone d'accueil de réfugiés au Nord-Tawa. Il y avait un problème d'eau qui était de fait à la base avant l'arrivée des réfugiés. Donc ce que nous avons fait, nous avons aménagé un forage qui n'est pas uniquement pour les réfugiés, mais pour toutes les populations voisines et leurs troupeaux. Idem au niveau d'Ayoru, nous avons mis en place un système de traitement de l'eau à Ayoru qui bénéficie aussi à la population locale. Et aussi dans une logique d'autonomisation, ce que nous essayons de faire, c'est d'intégrer les réfugiés aussi au système de santé nigérien. C'est-à-dire de renforcer les cases de santé existantes pour que les réfugiés aillent directement à ces cases de santé, mais que ce renforcement permette aussi aux populations nigériennes voisines de bénéficier de meilleurs soins de santé. Donc c'est comment faire d'une pierre deux coups avec les financements que nous avons. Donc, vous évoquiez les cas de Difa tout à l'heure, avec l'afflux massif des réfugiés nigériens vers la région de Difa et suite aux agressions de Boko Haram. Et quelles sont les actions significatives que vous avez eu à mener pour gérer les réfugiés nigériens qui étaient de la région de Difa? Pour commencer, on peut dire que les réfugiés à Difa, c'est vraiment une situation particulière, où vraiment les déplacer. Cette population est répartie actuellement sur plus de 140 villes, villages et même sur les îles du lac Tchad. Ça couvre un territoire qui est de la taille de la Belgique, avec une seule route qui traverse. Donc, ça a demandé une approche différente de ce qu'on fait habituellement. Jusqu'à peu, c'est une approche qu'on appelait hors camp, c'est-à-dire que les populations déplacées étaient en dehors des camps. Ils vivaient dans les villages et souvent accueillis par des familles hôtes de Difa. Et en même temps, nous avons une population qui est mixte. Nous avons des réfugiés et aussi nous avons aussi des retournés nigériens. Donc de fait, un retourné, un Nigérien ne peut pas non plus être dans un camp dans son propre pays. Donc la stratégie que nous avons mise en place, c'est bien sûr assistance d'urgence quand les personnes arrivent les premiers jours, et de l'autre côté, des activités orientées vers ce qu'on appelle la résilience ou le développement, c'est-à-dire renforcer les infrastructures sociales de base, eau, santé, éducation, pour tout le monde, quoi. Réfugiés, déplacés et population haute. Donc ça a été ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire jusqu'à peu, mais après on va y revenir. Et aussi, nous travaillons sur des projets de lotissement. C'est-à-dire qu'il y a la question du logement est essentielle quand une personne déplacée arrive. La population d'Ifa accueille toutes ces personnes chez elle. Mais au bout d'un moment, la capacité d'absorption, aussi la capacité d'accueil est en train de se réduire. Donc nous travaillons avec les communes, notamment de Bosso, de Mainessoa, de Kabelwa et de Difa, pour viabiliser des zones, parcelliser des zones et permettre aux déplacés de s'installer et de vivre dans des cases en banco comme tout le monde. Donc ça, c'est aussi une partie du travail que nous faisons à Difa. À côté de ça aussi, pour l'éducation, nous avons mis en place un projet qui s'appelle l'éducation à distance. Les jeunes étudiants nigériens qui viennent, nous pensons qu'il est important que rapidement ils puissent reprendre leur cursus scolaire. Donc ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place des centres dans lesquels ces jeunes réfugiés nigérians peuvent reprendre exactement le même cursus scolaire qu'ils avaient quand ils étaient au Nigeria. Donc on travaille avec le ministère de l'Éducation fédérale du Nigeria pour que tous les cours soient fournis aux étudiants. Les étudiants viennent, prennent leurs cours, vont travailler à la maison et ils reviennent après voir les responsables des centres ou les professeurs qui sont eux-mêmes des réfugiés pour continuer à apprendre. Et à la fin de l'année, ils vont passer aussi leurs examens. Comme ça, il n'y a pas de rupture scolaire et le moment venu, ils pourront aussi rentrer dans leur pays avec le diplôme. Donc la situation sécuritaire dans la région de Difa s'est dégradée depuis les premières attaques de Boko Haram, où les populations locales qui accueillaient les Nigériens aussi ont quitté leur site, leur lieu de résidence. Et maintenant, cette nouvelle situation qui vient ainsi de naître dans la région de Difa, comment vous la gérez? Je vous avoue que c'est une situation qui est devenue un peu plus complexe.
on avait déjà des problèmes de sécurité, bien sûr, de sécurité de nos staffs, parce que le moindre incident sécuritaire sur une équipe humanitaire peut avoir un gros impact sur l'aide. Ça peut créer une rupture. Donc jusqu'à maintenant, nous arrivons à gérer ça, mis à part pour les îles du lac Tchad qui étaient très difficiles d'accès, qui sont très difficiles d'accès. Le principal acteur qui travaille sur le lac Tchad, c'est la Croix-Rouge. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Pour les autres acteurs, c'est très dur d'aller sur les îles du lac Tchad. Et maintenant, on a une nouvelle problématique qui fait que depuis les attaques de Boko Haram, il y a d'autres zones qui sont devenues difficilement accessibles, notamment par exemple la Bosso et le nord Bosso. Donc, pour répondre à cette situation, nous travaillons automatiquement avec les forces de sécurité pour voir comment on peut créer un espace dans lequel les humanitaires peuvent continuer à travailler. Donc ça demande beaucoup de coordination entre humanitaires, beaucoup de coordination avec les forces de sécurité pour regagner au maximum l'accès des populations déplacées que l'on n'a pas. Mais nous avons quand même encore accès au camp de Sayam Fourage, qui est l'un des 2 camps de réfugiés qui existent à Difa. Donc pour ce camp fonctionne normalement et il est aussi éloigné de la frontière. Il est à 50 km, donc en termes de sécurité aussi, c'est moins dangereux. Mais pour les autres zones, maintenant, il faut que nous nous réorganisons et pour ça, nous travaillons avec les forces de sécurité. À la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation de ces réfugiés à Difa? C'est automatiquement complexe parce que, vous savez, on a eu un problème qui s'est rajouté sur un nouveau problème. Jusqu'à présent, on avait des déplacés qui venaient du Nigeria. Maintenant aussi, on a des déplacés internes. Des Nigériens qui ont dû se déplacer vers Zender, mais aussi dans les villages environnant Difa. Donc c'est une nouvelle problématique qui vient. Et c'est aussi, si des gens qui logeaient des réfugiés ou des déplacés chez eux se déplacent et vont habiter chez d'autres personnes, on peut dire qu'aussi il y a moins de place pour héberger tout ce monde. Donc on va essayer de répondre aussi rapidement que possible à ça. On va recontinuer les relocalisations vers les camps de réfugiés parce que l'accès aux camps de réfugiés est volontaire. Une personne peut décider, je suis un réfugié, je demande l'asile, mais je préfère vivre en dehors du camp de réfugiés. Et une autre peut dire, moi je préfère vivre dans le camp de réfugiés. Donc nous allons relancer le processus de relocalisation avec la Commission nationale d'éligibilité pour que les personnes souhaitant se rendre dans les camps, dans les prochains jours, puissent aussi se rendre dans les camps pour leur propre sécurité et pour avoir aussi toute l'assistance. Donc, maintenant, on va dire qu'il faut relancer la machine dans un contexte qui est plus compliqué. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui arrivent à travailler, notamment les ONG qui sont des fois à des niveaux de sécurité ou on va dire des niveaux de sécurité qui sont moins exigeants, moins contraignants que les Nations Unies. Il y a encore des ONG qui arrivent à travailler à Difa. Donc nous ne travaillons pas tout seuls, nous travaillons avec des ONG. Nous avons 8 ONG partenaires à Difa dans chaque secteur d'activité. Donc ces ONG, elles aussi, même si nous avons un problème de mobilité, ces ONG peuvent continuer à travailler. Donc nous sommes aussi en train de s'organiser avec eux pour voir comment on remodèle un petit peu notre approche. Et parallèlement, actuellement, une mission d'évaluation conjointe du tout le système des Nations Unies avec les ONG est en cours. Nous attendons les résultats dans les prochains jours pour voir quels sont les nouveaux besoins qui ont été créés suite à ces attaques. Effectivement, les nouveaux besoins se feront sentir notamment dans les camps de Gagamari, Chetimari et Kablewa. Donc en termes de camps récents, il faut prendre en considération qu'on a uniquement, on a un camp proprement parlé, qui est le camp de Sayam Fourage au nord-est de Difa. Oui. Dans ce camp, il y a uniquement 700 réfugiés. Il faut comprendre que l'engouement en fait, des réfugiés dans ce camp était très faible. Parce que c'est un camp qui est loin de la frontière, parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'activités économiques. C'est au nord de la région de Difa. C'est au nord de la région de Difa. Donc, pour ces populations, se rendre si loin de chez eux, parce qu'ils espèrent aussi des moments d'accalmie, et il y a aussi des fois des va-et-vient qui se font. Donc se rendre si loin de chez eux, elles n'étaient pas d'accord. Et c'est totalement justifiable, quoi. Mais après les derniers événements, il peut y avoir aussi une tendance où les gens disent, bon, ma situation en termes de sécurité n'est pas assurée ici, il est difficile pour moi de continuer à être logé, de continuer